Soir. À l'étranger, nous vous l'avons dit, Antiquaire Elisabeth II sera inhumée à Windsor tout à l'heure à 19h30. Épilogue des obsèques de la reine d'Angleterre. Plus tôt dans la journée, une cérémonie a eu lieu à l'Abbaye et à Westminster devant plus de 2000 invités et 500 chefs d'État et dignitaires du monde entier. Retour sur les plus grands obsèques de l'histoire de la Grande-Bretagne et premier enseignement avec vous, Moïse Benga. C'était un don ultime de l'apparition de la reine Elisabeth II. God Save the Queen. Les Britanniques offrent ce lundi 19 septembre à la reine Elisabeth des funérailles d'État, les premières depuis la mort de Winston Churchill en 1965. Au même titre que le Premier ministre du Cameroun, Joseph Dion Ngouté, représentant du chef de l'État Paul Biya, Emmanuel Macron et son épouse Brigitte participent à cette journée événement. Ils sont arrivés hier à Londres. Parmi les invités, on retrouve Albert et Charlène de Monaco, le roi Felipe VI d'Espagne et sa femme Laetitia, mais aussi l'empereur du Japon Naruhito et l'impératrice Masako. Il s'agit de leur premier voyage à l'étranger depuis leur accession au trône en 2019. Des funérailles grandioses conclues par 2 minutes de silence. Un Royaume-Uni étreint par l'émotion a fait ses adieux en grande pompe à Elisabeth II, souveraine, dévouée, je cite, joyeuse à la popularité planétaire en présence de centaines de dignitaires étrangers. Un chapitre d'histoire s'est tourné avec ses spectaculaires funérailles religieuses et à l'abbaye de Westminster à Londres, le cercueil de la reine Elisabeth. Il est arrivé tout à l'heure au château de Windsor où elle sera inhumée en privé dans la soirée à la chapelle Saint-Georges à l'issue d'une cérémonie funèbre. Après des funérailles d'État et une majestueuse procession à Londres, la dépouille est arrivée à bord d'un corbillard royal et sous escorte militaire qui sera rejointe par la famille royale dans cette ville située à une quarantaine de kilomètres à l'ouest de la capitale où la reine résidait depuis la pandémie de Covid-19. La souveraine, morte à 96 ans, était extrêmement populaire après 70 ans de règne, une longévité sans précédent dans l'histoire britannique, au point que des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes ont fait la queue jusqu'à plus de 24 heures, nuit et jour, depuis mercredi, pour se recueillir devant le cercueil exposé à Westminster Hall, la plus ancienne salle du Parlement britannique. Rappelons que la reine Elisabeth II est morte jeudi 8 septembre dernier à Balmoral. Si le deuil national prend fin dès ce soir au Royaume-Uni, la famille royale poursuivra le sien une semaine supplémentaire. Ses membres reprendront ensuite leurs activités régulières. Matela mouillé, domicile inondé, c'est le visage qu'affichent certains quartiers de la cité capitale économique depuis ce matin. Les fortes précipitations qui s'enchaînent ont englouti des habitations, laissant les populations dans le désarroi total. Certaines maisons ont été prises au piège des eaux. Les prochains jours s'annoncent compliqués pour eux. Je vous propose de les écouter. On a baladé un peu notre micro dans ces zones enclavées. Deux fois, nous travaillons même pendant 2 semaines. Parce que tout est inondé. Dans ma chambre, là-bas, comme c'est un peu plus bas qu'ici, l'eau m'arrive au niveau des hanches. On porte tout. On pose en haut les enfants au dos. Je dépose les autres sur le congélateur pour pouvoir réfléchir comment on va évacuer. Je viens juste de nettoyer. Regardez ma maison. Ça coule de partout. L'eau sort du sol sur la toiture, alors c'est grave. Si vous arriviez 5 minutes avant, vous deviez trouver l'eau juste. On a souvent tendance à construire des étagères en planche pour mettre nos sacs d'habits. Parce que quand ça reste comme ça, il y a la pluie, tout ça se mouille. Tout est en suspension, comme vous voyez là. Et à l'entrée des portes, on essaye d'élever les haies. Au quartier, on passe le temps à rembler et nettoyer les écoles. Et chacun vient faire des travaux chaque week-end dans le quartier. Vraiment, le gouvernement doit voir ce problème parce que ça ne va plus. Bonne nouvelle pour les employés domestiques avec cette opération de recouvrement forcé des cotisations sociales lancée le 9 septembre par Noël Alain Mokolo Mvondo, directeur général de la CNPS. C'est une initiative dont le but final est d'amener les employeurs de ces personnels de maison à affilier leurs domestiques et surtout à verser régulièrement leurs cotisations. Par ailleurs, dans sa sortie sur le poste national ce lundi, Mokolo Mvondo assure du suivi et contrôle de l'effectivité de cette opération, ce qui a valu un enregistrement de 780 employeurs depuis le lancement de cette campagne de recouvrement forcé. Plus de détails avec Stéphane Achille-Maury.
Après avoir fait il y a quelques jours de cela une annonce portant sur le lancement d'une opération de recouvrement forcé des cotisations sociales des employés domestiques, le directeur général Noël Alain Mekulu Mvondo est passé à la vitesse supérieure. En direct du poste national ce lundi, le directeur général fait des révélations précises sur les montants qui sont perçus par son institution comptant comme cotisations sociales à verser pour ses employés de maison. Moins de 10 000 francs CFA par mois pour ceux qui gagnent entre 80, 90 000 ou 100 000 francs CFA. Un montant, selon le directeur général, extrêmement faible pour ces personnes garantes de la bonne santé de nos ménages. Ce montant, qui sera revu à la hausse de 70 000 francs CFA par mois, ajoute-t-il pour les cotisations sociales de ces personnels de maison. L'objectif recherché par la CNPS est d'amener les employeurs de cette main-d'œuvre de maison à affilier leur personnel à la CNPS et de verser leurs cotisations de façon mensuelle. Par ailleurs, l'entreprise garante des droits des travailleurs promet des redressements conséquents en application stricte et rigoureuse de l'ensemble des mesures prévues par les textes en vigueur. D'autre part, Mekulu Mvondo prévoit la mise sur pied d'une mission de contrôle de l'effectivité de cette opération de recouvrement forcé sur le long terme. 780 employeurs, depuis le 9 septembre, date de l'annonce de cette opération de recouvrement forcé, ont déclaré leur personnel domestique, un chiffre fort évocateur de l'engagement du directeur général de la CNPS. En santé, accompagner les tradipraticiens dans la fabrication des médicaments de qualité qui respectent les normes mondiales, tel est l'objectif recherché par l'Institut de recherche médicale et d'études des plantes médicales qui vient d'organiser un atelier de formation dans le but de renforcer les capacités des tradipraticiens du Septentrion. Un accompagnement qui permettra peut-être à notre pays de s'imposer dans le vaste marché de la pharmacopée d'ici 2050. Germaine Obéalal nous en dit plus. Malgré les avancées considérables enregistrées dans le domaine de la médecine traditionnelle, la pharmacopée traditionnelle n'arrive toujours pas à s'imposer comme une composante essentielle de la santé publique dans notre pays. Absence de réglementation, mauvaise utilisation des pratiques et médicaments traditionnels, non-maîtrise des dosages et quantités, autant de griefs qui interpellent l'Institut de recherche médicale et des études des plantes médicinales qui entend combler ce gap. Ainsi, pendant 3 jours, 60 tradipraticiens des 3 régions du Septentrion ont été formés aux bonnes pratiques en matière de fabrication des médicaments traditionnels améliorés. Cet atelier était une occasion toute donnée à ces derniers d'acquérir des connaissances en physiologie sur la conservation des ressources naturelles, mais aussi et surtout des aspects liés à la toxicité des médicaments traditionnels. L'Institut de recherche médicale et d'autres plantes médicinales, à travers cet accompagnement, s'inscrit dans la logique d'accompagner le Cameroun, qui veut gagner des parts dans le vaste marché de la pharmacopée d'ici 2050. Rappelons qu'avant l'étape de Garoua, des ateliers du genre ont été organisés dans les villes de Yaoundé et Douala. Initiative louable que partage le professeur Aimé Bonny, cardiologue, et qui passe par une rationalisation de ce qui est fait par les tradipraticiens. Pour le professionnel de la santé, la médecine traditionnelle ne peut s'imposer que si elle se base sur des principes bien fondés. Je vous propose de l'écouter. J'ai pu mesurer l'ampleur du fossé entre la médecine traditionnelle et la médecine moderne, les méthodes à utiliser pour pouvoir être efficace. C'est compliqué de fonctionner avec des personnes qui croient dur comme fer que ce qu'ils font est bon, sans pour autant en apporter la preuve, d'apporter un peu plus de rationalité dans cette médecine qui forcément a des vertus. Il y a des choses qui sont faites là-bas et qui sont bien faites. Mais il faut pouvoir rationaliser ça à effet de vulgariser et que les gens puissent utiliser ça de manière rationnelle, en sachant exactement ce qui marche, ce qui ne marche pas.